La leçon 6 de notre cours porte sur le stage ou les étapes et les habiletés de counseling. C'est le deuxième chapitre. Et dans ce chapitre, nous allons donc voir comment se structure le processus de counseling. Voyez-vous, on est vraiment professionnel. Comment se présente le processus de counseling dans sa structuration, dans son déroulement structurel, dynamique. Par où commence le counseling et par où se termine le counseling et comment se poursuit le counseling. Et quand vous lisez, quand vous suivez ces chapitres que nous allons ensemble développer, vous devez vous poser les questions suivantes. Ou en commençant ce chapitre, posez-vous les questions suivantes. Comment approchez-vous une nouvelle relation avec une personne que vous ne connaissez pas et que vous rencontrez pour la première fois? Comment approchez-vous cette nouvelle relation? Est-ce que vous êtes nerveux, excité, joyeux? Comment approchez-vous cette nouvelle relation? Ou froid? Qu'est-ce que vous supposez que les autres personnes observent dans votre vie, chez vous? Leur regard, qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui vous intéresse vous-même quand vous regardez les autres? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau quand vous entrez en relation avec quelqu'un? Est-ce que vous tenez compte de la manière dont l'autre se sent quand vous entrez en relation avec une personne? Et dans ce chapitre, nous allons tout simplement voir comment se structure, comment se présente le processus de counseling. Ce processus de counseling comprend 5 étapes et notez ça bien. Vraiment, c'est le cœur de la professionnalisation en counseling. La première étape, c'est l'établissement de rapports et de relations thérapeutiques. On établit un rapport thérapeutique, une relation thérapeutique. Et même parfois, ces relations sont de multiples dimensions. Mais résumons ça par un seul mot, relation, rapport thérapeutique. L'établissement des relations et de rapports thérapeutiques. Deuxièmement, la deuxième étape, c'est l'évaluation du problème présenté. On évalue et on définit le problème présenté. Le problème a été présenté, maintenant on évalue et on définit ces problèmes. On évalue sa gravité, sa nature et on définit. Quel est le problème? Troisième étape, on identifie et on définit les objectifs. On pose les objectifs. Quels sont les objectifs que nous allons poursuivre dans cette relation thérapeutique et ensemble avec le client. La quatrième étape, c'est le choix et l'initiation des interventions. Quelles interventions pour arriver à ces objectifs, pour traiter ces problèmes? Et enfin, la cinquième étape, c'est la planification et l'introduction de la termination ou de la fin de la thérapie et du suivi. Voilà, donc vous avez ces 5 étapes qu'il faut noter de counseling. Établir une relation thérapeutique, des rapports thérapeutiques solides, évaluer et définir les problèmes qu'on a présentés pour connaître la nature du problème, identifier et poser les objectifs qu'il faut poursuivre dans la thérapie, choisir et initier des interventions appropriées, et puis planifier et introduire la fin et le suivi, la fin de la thérapie et le suivi. Voilà. Établir une relation thérapeutique. Voyez-vous, dans cette première étape qui consiste à établir une relation thérapeutique, vous devez approcher l'autre avec beaucoup de respect.
être à l'écoute de l'autre. De toute façon, la première fois qu'il vient vous voir, après avoir présenté son identité, rempli sa fiche d'identité, vous devez vous mettre à l'écouter. Et en l'écoutant, vous commencez à établir, pour ainsi dire, une relation de travail, une relation thérapeutique. Vous devez écouter ses buts, ses objectifs, pourquoi il vous consulte, son problème. Vous établissez un peu une alliance avec cette personne. Et dans une alliance, n'est-ce pas, chacun quitte sa position pour rencontrer l'autre. Et vous n'avez pas d'intérêt dans cette situation-là thérapeutique, sinon l'intérêt du patient. Vous devez être en interaction avec la personne. Vous mettez la grande côte et ici, c'est ici qu'intervient le problème de la transfert, transférence, du contre-transfert, voyez-vous. Beaucoup de thérapeutes, au lieu d'écouter, ils commencent à parler de leurs problèmes. Ils écoutent une phrase de l'autre, ils donnent 10 phrases. Écoutez, ça c'est le contre-transfert. Tu as toi-même tes propres problèmes que tu es en train de mobiliser. Le contre-transfert, c'est la mobilisation des problèmes de l'analyste lui-même. Alors que c'est l'analysant. L'analyste, c'est le thérapeute. L'analysant a ses problèmes, mais vous êtes là pour l'écouter et non pour parler de vos problèmes, même si vous avez vécu les mêmes problèmes qu'on vous présente là. Vous n'êtes pas là pour vous, vous êtes là pour lui. Les contre-transferts, faites attention, parce que pendant qu'il parle, lui, il fait des transferts, c'est-à-dire il mobilise son inconscient, ces conflits inconscients qui dormaient dans son inconscient, dans son subconscient, sont en train de sortir. Vous voyez? Et vous devez vous taire, un peu comme le prophète de l'Ancien Testament, quand il parlait aux gens, il parlait du problème qui était là, pas de leur problème. Le problème d'Ésaïe était réglé au temple d'Ésaïe 6 avec Dieu directement. Mais quand il parlait au peuple, il parlait du problème objectivement que le peuple devait traiter et corriger. Alors c'est très important. Et après avoir établi donc cette relation, et cette alliance thérapeutique, ces contrats de travail, n'est-ce pas, et définir avec la personne pourquoi vous êtes ensemble, parce qu'il faut un contenu. Je suis là pour vous écouter, l'autre dit, je suis là pour vous parler de mon problème, j'ai un gros problème, voilà le problème, etc. Vous commencez à l'écouter, et quand vous allez l'écouter, plus vous l'écoutez, plus vous gagnez sa confiance, et vous vous unissez dans cette alliance, n'est-ce pas, pour arriver à traiter son problème efficacement. Et après l'avoir écouté, vient la deuxième étape, l'évaluation du problème. Vous commencez à évaluer le problème. Quels sont les besoins? Quels sont les stress? Quelles sont les causes de ces problèmes? Quelles sont les conditions de vie qui ont amené ce problème? Les compréhensions et les incompréhensions, les dysfonctionnements sociaux, etc., les relations dysfonctionnelles, etc., les conflits personnels, etc. Vous commencez à identifier, et là, vous avez à identifier la nature du problème. Est-ce un problème affectif, émotionnel? Est-ce un problème relationnel? Est-ce un problème de cognition? Est-ce un problème comportemental? Quelle est la nature de ce problème? C'est important. Et votre manière d'écouter la personne va vous amener à le comprendre. Est-ce un problème aussi qui a une connotation culturelle? Ici, par exemple, quelqu'un qui se plaint partout, il va chez un travail, on n'aime pas le noir, on n'aime pas le noir, on n'aime pas le noir. Ou quelqu'un qui est en Afrique, ils sont toujours comme ça envers les blancs. Est-ce que c'est un problème qui a une connotation culturelle et paramètres culturels? Et là, vous allez commencer à évaluer, à identifier la nature du problème. Et après avoir identifié la nature du problème, passer à la troisième étape, vous définissez les objectifs. Pour tel problème de telle nature, voilà l'objectif. Par exemple, un problème de nature affective. Cette personne est débalancée émotionnellement. Il faut arriver à l'équilibre émotionnel. Nous allons l'amener à l'équilibre émotionnel. Quelqu'un qui a souvent de mauvaises pensées sur le plan cognitif, ben, on va l'aider, on va t'aider, n'est-ce pas, à passer de pensées morbides
imaginaires là qui ne sont pas fondés vers la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On va faire une approche là qui va nous aider à arriver à traiter ces problèmes. Et petit à petit, vous commencez à cheminer vers la définition des objectifs et la personne doit accepter aussi qu'elle veut cheminer vers ces objectifs-là, ensemble avec vous. Alors, ça peut être des objectifs comportementaux, changer le comportement de quelqu'un, quelqu'un qui est souvent pris par la cigarette ou par la boisson et qui veut quitter ses comportements. Eh bien, vous devez monter toute une approche comportementale qui va l'aider à sortir de ce problème comportemental. Et nous avons besoin de beaucoup d'habileté pour aider telle personne. Alors, et après, la quatrième étape, c'est initier l'intervention. Vous devez connaître quelle intervention que je veux. Est-ce que je veux suivre une intervention centrée sur la personne? Est-ce que je veux suivre une intervention émotivo-comportementale ou cognitive? Quelle est l'intervention que je veux suivre ici? Est-ce qu'il n'est-ce pas une relation, une intervention systémique pour ces problèmes familiaux? Hein, quelqu'un qui vient me parler, j'ai des rêves, je ne dors plus, je fais des rêves, je vois des sorciers, tout ça. Puis vous découvrez qu'il a des tensions dans son ménage, qu'il a des tensions avec son oncle, etc. Peut-être que c'est une intervention systémique. Il faut être dans le système familial. Ici aussi, nous faisons ça quand nous suivons les jeunes enfants qui sont abusés sexuellement dans leur famille. Nous devons aller vers les interventions systémiques. Et nous découvrons qu'il y a des familles où l'inceste règne depuis longtemps. Ça existe un peu partout dans le monde. Alors, très important de choisir quel genre d'intervention il faut suivre. Après l'avoir choisi, vous commencez cette intervention. Et vous devez définir le nombre de séances thérapeutiques. Et moi, je dis toujours aux gens, commencez par définir au moins 10 séances. Non, je ne pense pas qu'il pleuve en ce moment. Et pas moins que ça. 10 à 12 séances au départ. Et il y a certaines interventions qui se font pendant 2-3 séances. Et le problème est résolu. Mais il y a d'autres interventions qui vont jusqu'à 10 à 12 séances. Et vous avez besoin de connaître avec votre client si l'intervention que vous avez choisie est bonne. Et vous devez expliquer au client pourquoi cette intervention. Et à la fin, vous devez planifier comment terminer votre intervention et quels sont les suivis qu'il faut entreprendre. Alors voyez-vous, en utilisant, n'est-ce pas, ces étapes que je viens de vous donner, les étapes de counseling, n'est-ce pas, que je viens de vous donner, et l'établissement de la relation thérapeutique, l'évaluation, l'identification du problème, la définition des objectifs qu'il faut atteindre, les choix et l'application des interventions, et puis l'évaluation et la terminaison et même le follow-up pour la référence, si vous voulez référer à quelqu'un après le counseling, eh bien, en définissant ici, vous avez ce que j'appelle la vraie professionnalisation. La personne arrive, j'établis d'abord la relation avec la personne. Puis quand je l'écoute, j'identifie les problèmes. Après avoir identifié le problème, je définis les objectifs qu'il faut atteindre. Voilà les objectifs que nous allons poursuivre. Voilà les objectifs que nous allons poursuivre. Même s'il s'agit de la thérapie spirituelle pour prier, le Saint-Esprit va vous guider. Vous savez, regardez seulement le prophète Élisée quand il procédait. Et regardez quand Élisée a rencontré Naaman. Quand Naaman est venu le trouver, il savait le problème, la lèpre. Vous voyez, allez dans le livre de roi, la lèpre. Ah, tu souffres de la lèpre depuis combien d'années? Ok. Il le sait déjà. Va te laver dans Siloé 7 fois. Il avait déjà parlé avec Dieu, l'autre, Élisée. Va te laver 7 fois. Et à la 7e fois, ta peau deviendra comme celle d'un enfant. Naaman pouvait crier comme il voulait. Il était fâché contre le prophète. Mais il a fini par se laver dans le Jourdain 7 fois.
et il était totalement guéri. Alors c'est très important, vous pouvez trouver ça dans 2 Rois 5. 2 Rois 5, oui, oui. Et c'est du counseling, avec le miracle. On mélange le miracle avec le counseling, n'est-ce pas? Et ce mélange est tout à fait de bonne nature, c'est Dieu. Dieu, quand il fait le counseling, il ne parle pas seulement, il fait des actions. Dieu peut te donner un don de guérir, de libérer, pendant que tu fais le counseling. Mais ça ne t'empêche pas de commencer par établir d'abord une relation thérapeutique, une relation de travail spirituel avec la personne. Après, connaître le problème de la personne, discerner les problèmes, connaître la nature du problème. Et après avoir connu la nature du problème, définir les objectifs de la thérapie. Et après, initier les interventions appropriées. Et à la fin, vous terminez. À la fin, il y avait la terminaison de la cure de Naaman. Il était totalement guéri. Il est rentré chez lui totalement guéri. Et Naaman a commencé à changer même de vie. La cure a connu. Naaman a commencé à confesser son idolâtrie. Et il a adopté la foi en Yahvé, le Dieu d'Israël. Voyez-vous? Il y a du counseling. Ce n'était pas seulement la guérison physique. Il y avait aussi la guérison de l'âme. N'est-ce pas? Alors c'est très important que vous puissiez suivre ces étapes, ces 5 étapes que nous venons de voir. Et à la fin du counseling, il faut savoir atterrir comme un avion qui atterrit. N'est-ce pas? Il faut savoir atterrir. On ne rompt pas directement la relation thérapeutique comme ça. Vous devez savoir atterrir, peut-être regarder comment la personne change son comportement, comment la personne devient de plus en plus autonome, n'a vraiment plus besoin de votre intervention. Et comment la personne, s'il avait un problème émotionnel, devenir très équilibré dans ses émotions, dans son émotionnalité. Et comment la personne qui avait un mauvais comportement adopte de bons comportements à la place. Comment la personne qui avait une cognition très défectueuse et désordonnée, une mauvaise cognition, commence à avoir des pensées justes, des pensées objectives, des pensées vraiment édifiantes, n'est-ce pas? Des pensées qui sont pures, des pensées qui sont merveilleuses, des pensées qui sont lumineuses. Et on voit la personne rayonner, commencer à rayonner. Et là, petit à petit, on termine, on lui donne d'autres exercices, des travail de suite, etc. Puis petit à petit, on commence à avoir une rencontre par semaine, une rencontre par mois, puis une rencontre le 6 mois, puis une rencontre l'année, puis c'est fini. On atterrit. Il faut éviter la dépendance parce que les clients, parfois, ils ont tellement été bien aidés par vous qu'ils vont rester attachés à vous. Alors, comme vous pouvez le constater, pour me résumer, tout tourne autour de la relation thérapeutique. Parce que c'est au cours de la relation thérapeutique que vous allez découvrir la nature du problème, que vous allez définir les objectifs de l'intervention. C'est au cours de la relation thérapeutique que vous allez commencer à intervenir. Tout se passe pendant la relation thérapeutique. Avec une intervention appropriée, vous allez arriver à bien traiter les problèmes. C'est au cours de la relation thérapeutique que vous arriverez à la terminaison de l'intervention et au travail de suite. Donc, tout tourne autour de la relation thérapeutique. Et c'est donc c'est très important. Et j'aimerais vous poser maintenant quelques questions pour finir ces chapitres. Premièrement, quelles sont les 5 étapes d'une intervention de counseling professionnel? Quelles sont les 5 étapes? Deuxièmement, pour appliquer ces étapes dans une approche pastorale ou spirituelle. Par exemple, pour quelqu'un qui vient pour la délivrance. Troisième question, quel est l'axe principal de l'intervention thérapeutique professionnelle? Quel est son axe principal? Si l'intervention de counseling opère efficacement, si l'intervention de counseling opère efficacement, aboutit à une solution efficace,
Et on vous demande, n'est-ce pas, on pose la question, pourquoi cette intervention a-t-elle réussi? Que répondrez-vous? Qu'est-ce qui fait la réussite d'une intervention en psychothérapie de counseling, d'une intervention en counseling professionnel? Parmi les 5 étapes que nous avons considérées, je pose encore une question, quelle est l'étape principale? Et finalement, cinquièmement, comment savoir que vous êtes à la fin de l'intervention de counseling? Comment savoir que maintenant c'est la fin de l'intervention? Alors voyez-vous, ce chapitre est un chapitre important et sur les phases et les habiletés de counseling. Nous avons vu 5 phases et je termine par dire, vous avez besoin en fait de 5 habiletés pour les 5 phases. Vous devez avoir l'habileté de bien établir la relation thérapeutique. Deuxième habileté, l'habileté d'évaluer et d'identifier les problèmes pour lesquels le client vous consulte. Troisièmement, l'habileté de fixer les objectifs à atteindre avec la personne. Quatrième habileté, l'habileté de choisir les interventions qui conviennent et de bien utiliser ces interventions. Et enfin, vous devez avoir aussi les habiletés pour évaluer votre intervention et arriver à réaliser que vous arrivez à la fin d'une intervention ou que vous devez référer cette personne ailleurs ou qu'il y a un travail de suite à faire. Voilà donc les habiletés techniques que nous avons besoin. Et c'est pourquoi il y a ce cours. Dans ce cours, nous apprenons comment établir une relation thérapeutique solide, féconde, convenable. Savez-vous que Jésus est venu établir une relation thérapeutique solide? Il a établi une relation de travail avec Pierre, avec Jacques. Et Jean, il a pris soin d'eux jusqu'à faire de grands apôtres. Il a cheminé avec eux. Il a traité leurs problèmes. Ils étaient pleins de problèmes, ces gens-là. Mais il en a fait des champions. Les counseling vous aident, même dans une église locale, de prendre vos gens là où ils sont, à leur niveau, pour les amener à un niveau plus avancé, pour que leur potentiel qui dorme puisse s'éclore, se manifester et construire une église sans tache ni ride, ni quelque chose de semblable. Le counseling nous aide nous-mêmes à nous transformer de gloire en gloire. Vous voyez? Mais je ne veux pas vite à la besogne. Hein? Mais si vous savez bien comprendre le problème qui freine les gens, les problèmes qui amènent l'Église à la médiocrité, les problèmes qui font que même nos pays ne se développent pas, c'est le problème humain. Le problème humain, c'est des gens. Et ces gens sont malades. Hein? Dans ce sens que ces gens sont en détresse. Il y a des gens qui sont malades d'argent, malades de sexe. Ils sont malades de pouvoir. Comme Saul, le roi Saul, le premier roi d'Israël, était malade de pouvoir. Il voulait à tout prix tuer David, alors que David pouvait fonctionner comme son général. Jonathan avait un cœur pur, vous voyez, un cœur saint. Mais souvent, ces gens-là, ils ne sont pas à la tête du pays, à la tête de compagnie, etc., des églises. Souvent, c'est des gens malades qui prennent le pouvoir. Nous avons besoin d'avoir des gens aux mentalités saines, vous voyez. Pour cela, nous avons besoin de construire des relations saines. Et en continuant, vous construire des relations saines. Si vous n'avez jamais construit des relations saines dans le monde, établi des relations saines avec les gens, il vous sera difficile d'avoir des relations pastorales et thérapeutiques saines. Vous voyez? Comment vous abordez l'autre qui ne fait pas votre affaire, qui n'est pas beau, qui est vilain pour vous, alors que Dieu a créé tout le monde beau, quel que soit, n'est-ce pas, le visage de quelqu'un. Comment vous abordez celui qui vient vous demander de l'aide?
quand vous comprenez son problème, quand vous évaluez son problème, quand vous fixez l'objectif à atteindre, quelles sont les interventions qu'ils font et quand vous évaluez ces interventions vous-même. Vous voyez comment le counseling devient très intéressant, même dans notre ministère, même dans le ministère d'enseignement. Quand je vous enseigne, je fixe des objectifs, c'est vrai, j'évalue votre problème. Et maintenant, nous essayons d'arriver à quoi un problème que j'évalue dans toute l'Afrique. Il n'y a pas de thérapeute pour notre société. En tout cas, pas toute l'Église, des thérapeutes formés bibliquement, solidement et scientifiquement. Et notre objectif, c'est d'arriver à former des thérapeutes bibliquement et scientifiquement pour guérir notre société qui est malade. Que Dieu vous bénisse.